Alors, bonjour. Alors, en formation, en lien avec l'application de pesticides, spécifiquement en milieu agricole pour ce qui est d'aujourd'hui, parce que je donne des formations dans tous les secteurs d'activité, d'application et de vente de pesticides. On retrouve deux types de formations, en fait. Celles qui sont intégrées au programme de formation spécialisé. Donc, ce qu'on retrouve dans les centres de formation agricole, dans les universités, dans les ITA et compagnie. Alors, ce sont des programmes de formation qui sont spécifiques à eux et les examens également sont des examens maison reconnus par le ministère de l'Environnement pour mener à l'obtention d'un certificat. Ce n'est pas le genre de formation que je donne, c'est donné par les professeurs de ces institutions ou organismes-là. Ce sont habituellement des programmes qui sont plus élaborés que ce dont je vais vous parler après, qui est en fait celle destinée aux agriculteurs dans le cas qui nous intéresse, donc qui n'ont pas une formation spécialisée provenant d'une institution reconnue. Donc, eux doivent passer un examen et ces examens-là sont gérés par une entreprise, un organisme qui s'appelle la SOFAD, qui est la Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec, qui s'occupe de beaucoup de formations à distance. C'était lié au gouvernement avant, ça a été privatisé. Donc, c'est la SOFAD qui produit les guides d'apprentissage sur lesquels sont basés les examens, qui conçoit les examens, qui gère la passation des examens ensuite. Et ce n'est qu'une fois cet examen-là réussi que là, la personne, l'agriculteur, en ce qui nous concerne, peut faire sa demande de certificat auprès du ministère de l'Environnement. La note de passage pour cet examen-là est de 75 %, ce qui fait grincer des dents plusieurs participants qui disent « Pourquoi c'est pas 60 % comme quand j'étais à l'école au secondaire? » Moi, je leur dis, c'est déjà beau que ce soit 75 % parce qu'on ne peut pas être à 60 % compétent pour travailler avec les pesticides. La formation n'est pas obligatoire, effectivement. N'importe qui peut se présenter à n'importe quel examen moyennant le paiement pour l'examen. C'est sûr que la formation aide à réussir, évidemment. La personne qui a un échec à un examen a un droit de reprise. Si elle échoue une deuxième fois, on exige la formation après ça. Donc, on exige une preuve de formation. Alors, je vous mentionnais que la SOFAD produit aussi, à contrat pour le ministère de l'Environnement, les guides d'apprentissage spécifiques à chaque secteur d'activité. C'est pas conçu en l'air comme ça, c'est d'après des normes canadiennes qui sont les mêmes pour toutes les provinces au Canada parce qu'il y a un souci d'uniformiser de plus en plus les modes de certification et la législation. Ça ne sera jamais pareil, mais les normes canadiennes sont quand même l'outil de base dont on se sert pour concevoir les guides. Alors, ces guides-là peuvent être utilisés soit en apprentissage individuel. Alors, je veux aller passer l'examen, je commande le guide, j'achète le guide, j'étudie chez moi. Les guides sont conçus de façon à être complètement autonomes, c'est-à-dire que les exercices sont inclus dedans. Toute la matière est séparée de façon facile, c'est dit dans des termes qui ne sont pas des rapports scientifiques. Et à la fin de chaque guide, il y a une pré-évaluation. Alors, la personne peut tester, voir si elle est prête à l'examen, voir la note qu'elle aurait eue, à condition qu'elle l'ait fait sans aller voir les réponses dans les pages précédentes, évidemment, et connaître quels sont les chapitres où elle a encore certaines lacunes ou certains points à reviser. C'est également offert en formation à distance. Alors, c'est le même guide, toujours, mais la personne s'inscrit avec le support d'un tuteur. Donc, au cours de son apprentissage individuel, elle a des questions, il y a des choses qui ne sont pas claires, elle peut communiquer avec quelqu'un qui répond à ces questions et qui l'aide à progresser dans son cheminement. Donc, au cours de son apprentissage individuel, elle a des questions, il y a des choses qui ne sont pas claires, elle peut communiquer avec quelqu'un qui répond à ces questions et qui l'aide à progresser dans son cheminement. Et également,
Les guides peuvent être utilisés soit par les institutions scolaires, les centres de formation ou les formateurs privés. Comme moi, en formation privée, j'utilise les guides de la SOFAD, puisque c'est complet. En formation, on ne peut jamais offrir le nombre d'heures qui est habituellement approprié pour bien passer au travers. On n'a pas le temps de faire les exercices en cours non plus. Et comme les examens sont conçus à partir des guides, c'est une bonne manière d'aider les apprenants d'augmenter leurs chances de réussite à l'examen, en fait. Il est possible aussi aux institutions, aux formateurs, de se faire des notes maison. Plusieurs le font. La clientèle est très variée au sein des formations. J'ai commencé à donner les formations en 87 lorsque la loi a été adoptée, la toute première, et j'en donne encore. Ça varie de 18 à 70 ans à peu près. La médiane que Mme Champeau disait de 53 ans correspond exactement à ce que je vois, bien que des 70 ans, il n'y en ait pas beaucoup. Et une expérience d'à peu près 20 ans, c'est pas mal ça aussi, malgré qu'en formation privée, j'ai souvent des gens qui commencent. Au sein de ce groupe-là, les participants varient. Alors, j'ai des gens qui ont déjà été certifiés, mais à cause des changements dans la loi à partir de 2003, doivent repasser un examen pour renouveler leur certificat. C'est-à-dire qu'à partir de 2003, tous les certificats antérieurs n'étaient plus valides. Tout le monde, à mesure que les examens ont été prêts, parce que c'est difficile de tout refaire d'un seul coup, tout le monde, même les agronomes, les formateurs, moi, si j'avais voulu renouveler mes certificats, j'aurais dû repasser un examen. Ça aussi, ça a été un irritant pour beaucoup de gens, mais je vous dirais que c'est l'occasion pour beaucoup de monde de faire une mise à jour. J'ai également dans les groupes des nouveaux agriculteurs qui n'ont pas de formation particulière. Donc, quelqu'un qui travaillait en ville puis qui dit « Moi, je retourne à la campagne, j'en peux plus, je m'achète un verger, je deviens producteur de pommes. » Mais encore, ils ne savent pas par où commencer et qui parlent production agricole, souvent, à moins de se lancer dans le bio, bien qu'il y en ait qui sont bio et qui viennent suivre les formations quand même, viennent suivre les cours. Je vous dirais que c'est une clientèle que j'affectionne particulièrement, les néophytes, parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles et intéressés aux risques pour la santé et aux mesures de sécurité. Ils sont souvent très, très impressionnés lorsqu'on aborde le chapitre sur les risques pour la santé. Et troisième clientèle, c'est les agriculteurs de longue date et la relève de ces agriculteurs-là, mais qui n'ont pas de formation, qui ne sont pas passés par l'ITA ou par les centres de formation agricole. Ces gens-là veulent qu'on aille à l'essentiel pour l'examen et c'est un problème d'éthique pour moi. Ça arrive souvent que ce n'est pas mes formations qu'ils choisissent. Je vais vous en reparler aussi. Donc, il faut dire que la plupart des gens suivent la formation pour réussir l'examen. C'est leur seul but, sauf exception. Parce qu'ils ont besoin de leur certificat pour pouvoir acheter leurs pesticides. Pas de certificat, je ne peux pas acheter mes pesticides, je suis mal pris, je ne peux plus produire. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils sont obligés et non par intérêt. Ça fait un état d'esprit et une attitude qui est très, très différente entre ceux-là et ceux qui viennent avec un intérêt, d'abord. En formation, je leur dis et je leur redis que réussir l'examen, c'est une chose. Utiliser les pesticides de manière sécuritaire et rationnelle, c'en est une autre. Et c'est vraiment important. La formation qui est présentée dans les guides d'apprentissage insiste sur les risques sur la santé et les mesures de sécurité. C'est la base, peu importe le titre du chapitre, ça revient toujours à ça parce que c'est à ça qu'on veut sensibiliser les gens. Donc, risque pour la santé, risque pour l'environnement et les bonnes pratiques, les mesures de sécurité pour prévenir. On travaille beaucoup sur la prévention ou minimiser ces risques-là. Alors, on m'a demandé de présenter brièvement quelle est la matière qu'on aborde dans ces formations-là. Alors, on commence avec toutes les propriétés des pesticides, donc un peu de chimie, les formulations, les adjuvants,
les modes d'action, les modes de pénétration. Ensuite, on aborde toute la réglementation en détail, fédérale, provinciale, municipale. Un chapitre complet sur les étiquettes, les fiches signalétiques. On les passe d'un bout à l'autre, on les décortique. Ensuite, on parle de santé-sécurité, donc tous les risques pour la santé, possibles et impossibles, toutes les formes d'intoxication, les voies d'absorption, les mesures de protection également pour chacune des voies d'absorption, les règles de sécurité avant le traitement, pendant le traitement, après le traitement, les moments les plus à risque. On voit en détail toutes les pièces de pays et moi, personnellement, je les apporte et je les revais une par une à mesure que j'en parle. Les gens rient beaucoup, on me prend en photo parfois, mais c'est une bonne façon de dédramatiser et de dire, ben garde, on n'a pas peur d'avoir l'air fou à un moment donné. Regardez. Ensuite, on parle des pesticides dans l'environnement, donc tous les phénomènes associés aux possibilités de contamination, tous les facteurs d'influence que ça peut avoir également, les mesures de protection, de prévention, évidemment. Technologie d'application, on parle du réglage du pulvérisateur, les calculs nécessaires pour faire les applications, les facteurs qui peuvent affecter la précision d'une application aussi, l'entretien, la décontamination. Et à ce niveau-là, l'entretien, la décontamination, mes agriculteurs là, qui me regardent comme ça, là, ils trouvent souvent qu'on exagère quand on arrive là, sauf qu'ils sont les premiers à ne pas le faire. En fait, leur attitude, c'est pas important jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose, à eux ou à quelqu'un qui est proche. On parle ensuite des interventions d'urgence. Donc, en cas d'incendie, quoi faire? En cas de déversement, quoi faire? En cas d'intoxication, pour chacune des voies d'intoxication, quoi faire? Et il y a par la suite l'après-évaluation. Les problématiques que je rencontre en formation. Premier problème, l'attitude de l'agriculteur qui utilise les pesticides depuis longtemps et qui voit la nécessité d'avoir un certificat comme une contrainte. J'en ai parlé un peu. Alors, il vient à reculons, il veut uniquement savoir ce qui a trait à l'examen. Le reste qui est important pour la vraie vie, ça ne l'intéresse pas, il ne veut pas le savoir. C'est difficile de discuter avec eux autres. Et le meilleur moyen de les toucher depuis toutes les années où je donne les formations, c'est quand quelqu'un dans le groupe peut témoigner qu'il est arrivé quelque chose, soit à lui-même, soit à quelqu'un de sa famille ou alentour. Alors là, ce n'est plus moi, la formatrice, qui parle, c'est quelqu'un qui est là et qui le parle. Donc, ça, c'est vraiment utile. Deuxième problématique, et c'est pas négligeable non plus, c'est les agriculteurs qui ne savent pas bien ou pas du tout lire ou compter. Il en existe encore. Comment voulez-vous que j'entérine une formation à un agriculteur qui n'est pas capable de lire l'étiquette alors que j'enseigne que c'est la base de toutes les informations? Je n'ai pas de solution pour ça. Il fait faire à forfait. C'est la seule chose, je ne peux pas y apprendre à lire. Il y a une vidéo d'ailleurs qui est présentée, que je présente encore, mais qui date de 87 malheureusement. Alors, message aux intervenants qui sont ici, ça serait le fun que vous en fassiez un plus récent, s'il vous plaît. Il est encore d'actualité, mais toutes les statistiques qui sont dedans datent de 87, 88. Il y a des dollars en papier, il y a toutes sortes de petites choses là. Alors, c'est un outil important et qui vaudrait la peine que vous investissiez au ministère. Donc, qu'est-ce qu'ils font les agriculteurs qui ne savent pas lire et qui ont des problèmes à faire les calculs aussi, quand je leur demande? Mon agronome ou mon conseiller, il m'écrit ce qu'il y a à faire, le mélange dessus sur le sac, puis je le fais. OK. Je considère que ce n'est pas professionnel de la part de ceux qui le font, de juste mettre la recette dessus, point final. Ces personnes-là ne peuvent pas lire et relire les mesures de sécurité, les mises en garde, les précautions et tout ça. Donc, assez compliqué. Ou encore, « Oh, c'est ma femme qui regarde puis qui m'a dit. » C'est pas madame qui est certifiée non plus. Alors, eux ne s'intéressent qu'au dosage. C'est beau. Également, autre problématique qui est à un tout autre niveau, je collabore à la rédaction des guides d'apprentissage. Alors, je peux témoigner que suite aux pressions exercées par des représentants des agriculteurs, le guide d'apprentissage du secteur agricole a été énormément abrégé, allégé et par conséquent, l'examen aussi.
on a rendu facultative un paquet de sections, dont les notions de DL50, les explications sur les inhibiteurs de cholinestérase, dont font partie un paquet de pesticides agricoles, la majorité de la section sur la stratégie phytosanitaire, donc la lutte intégrée et tout ça, les sections sur les fiches signalétiques. Ce n'est pas un service à rendre aux agriculteurs, puis on sait tous que les sections facultatives, quand on fait un cours, qui les lit? Personne. Autre problème, ils payent pour avoir ces formations-là. Plus ça dure longtemps, plus ça coûte cher. Je leur parle, j'ai fait inclure dans les guides une page qui présente Sage Pesticides, qui est un outil fantastique. Pour que ça fonctionne mieux, je devrais passer 1 heure avec eux à leur faire expérimenter. Je peux pas. J'ai souvent pas de salle avec des ordinateurs, quand j'ai une salle, et j'ai pas de temps pour le faire. À mon avis, c'est vraiment une grosse erreur d'avoir cédé aux pressions et d'avoir offert une formation allégée, d'autant plus que, comme on le mentionnait, c'est les agriculteurs qui utilisent plus de 80% des pesticides au Québec, 84% qu'on nous a mentionnés, et c'est eux qui reçoivent la formation la plus légère. C'est pas logique. Et c'est eux souvent qui utilisent les pesticides les plus toxiques également. Dans les écoles d'agriculture, les formations sont de 30 à 45 heures. C'est une session, plus les travaux, plus les devoirs, plus des laboratoires. On nous demande, nous, de former les agriculteurs en 12 heures, puis ça, c'est quand c'est beau. Il y a beaucoup de groupes d'agriculteurs qui demandent une formation d'une seule journée. Impossible de faire ça comme il faut. M. Garrigou a mentionné une chose qui est très intéressante pour moi, le fait que les formations soient données assis dans une salle. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Je me vois pouvoir donner la formation sur place, sur une ferme où on a un entrepôt, où on a des champs, où on a un pulvérisateur. Et oui, c'est vrai que ce serait beaucoup plus intéressant. Pour ça, il faudrait que les formations soient centralisées à un endroit, dans un centre agricole peut-être, ou en tout cas, mais merci d'y avoir pensé. Chaque formateur, ça c'est un autre problème, personnalise sa formation selon ses principes, ses convictions. Alors, ça fait des formations qui varient beaucoup. C'est déplorable. En fait, c'est déplorable, oui et non, parce que chacun y met sa couleur, mais ça fait des formations qui sont inégales. Alors, on veut faciliter l'obtention du certificat pour les agriculteurs. Est-ce que c'est un service qu'on leur rend? Je pense pas. Alors, le meilleur intervenant pour améliorer la formation, la compétence de l'agriculteur, l'agronome, le conseiller de production, le vendeur, tous ceux qui interviennent directement auprès d'eux, les formateurs, mais nous, on voit habituellement l'agriculteur seulement une fois. Il faut insister sur les risques, les mesures à prendre, l'importance d'une formation adéquate, même si elle dure 2 jours puis que ça coûte un petit peu plus cher. Et leur dire que c'est la santé de toute une vie qui en dépend, pas juste une récolte ou une facture au bout de la ligne. Merci.